Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. Bonjour. Bonjour. Guten Morgen. Bonjour. Guten Morgen. Merci miteinander. Mesdames, Messieurs, cher public, bonjour. Je m'appelle Karine Beuget, je suis directrice adjointe d'Alzheimer Suisse et avec Madame Corinna Wirt, directrice de Santé publique suisse, nous allons nous relayer pour vous accompagner tout au long de cette première conférence nationale sur la démence, intitulée Prévention de la démence, possibilités et limites. Bonjour, c'est Spectra. Le 29 avril 2021 avait lieu la conférence nationale sur la démence. Elle se tenait dans toute la Suisse et plus loin encore puisque cet événement majeur avait lieu online grâce à une brillante organisation orchestrée par Santé publique suisse et l'association Alzheimer Suisse. Plus de 500 personnes ont assisté et pu participer au keynote des différents spécialistes présents et poser leurs questions. Anne Lévy, directrice de l'OFSP qui a ouvert la conférence, a rappelé le lancement de la plateforme nationale démence qui veut donner à chacun les mêmes chances contre ce grand problème de santé publique. Elle a aussi rappelé les possibilités qui s'offrent aux différents acteurs engagés dans la lutte contre ce syndrome. Pour ce nouvel épisode de Spectra, nous ferons un bref retour sur la manifestation et partirons à la rencontre de professionnels qui luttent quotidiennement contre la démence pour parler ensemble de prévention. Mit diesen Wünschen gebe ich nun weiter zur Grußbotschaft der Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit, Frau Anne Lévy. Sehr geehrte Frau Ziebach, sehr geehrte Frau Gasser, sehr geehrte Damen und Herren. Merci de me donner l'occasion de vous dire quelques mots par rapport à la prévention de la démence. Le Conseil fédéral s'est fixé un but dans le cadre de sa stratégie politique concernant la santé et du projet dénommé Santé 2030, afin que la population suisse vive dans un environnement favorisant la santé, indépendamment de son état de santé et du statut social ou économique, et que la population profite d'un système sanitaire moderne, de haute qualité et financièrement soutenable. Dans le domaine de la démence, l'Office fédéral de la santé publique prévoit la mise en œuvre de différentes activités pour atteindre ce but. Au printemps de cette année, la plateforme nationale démence a été lancée en tant que projet de suivi de la stratégie concernant la démence. Le but de cette plateforme est d'améliorer la prise en charge, les soins et le traitement des patients atteints de démence, ainsi que de leurs proches. C'est seulement grâce à une étroite collaboration et concertation de l'intégralité des acteurs que nous pourrons atteindre le but d'offrir une vieillesse saine à tout le monde. C'est avec plaisir que je vais maintenant céder la parole à Karine Beuget et vous remercie beaucoup de votre attention. La démence, donc le terme démence, en fait, la démence, c'est pas une maladie, hein, c'est un syndrome. Hein, donc c'est un ensemble de symptômes qui recouvrent différentes maladies. Karine Beuget est directrice adjointe de l'association Alzheimer Suisse en charge de la gestion des connaissances. Alzheimer Suisse, c'est 20 personnes au niveau national et 21 sections cantonales constituées de salariés et de bénévoles. En fait, la maladie d'Alzheimer, donc qui est la forme de démence la plus répandue, c'est en fait une maladie neurodégénérative qui cause des lésions cérébrales irréversibles. Il y a deux types de lésions cérébrales. Il y a ce qu'on appelle les plaques séniles et puis des dégénérescences neurofibrillaires. Et c'est l'association en fait de ces deux types de lésions cérébrales qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Et c'est ces lésions qui perturbent le bon fonctionnement du cerveau. Combien de personnes souffrent de démence en Suisse ? On a actuellement environ 144 300 personnes qui sont atteintes de cette maladie en Suisse. Chaque année, on dénombre environ 30 000 nouveaux cas. Ce qui correspond à peu près à environ une nouvelle personne malade toutes les 17 minutes. Donc on parle de à peu près 2% de la population, et puis bientôt ce sera 3, peut-être 4, etc. On en est là, quoi. On n'espère pas, on espère qu'on va trouver d'ici là quand même des moyens pour guérir cette maladie, bon, pour l'instant qui est incurable. Hein. Il y a différentes pistes pour l'instant quand même au niveau de la recherche qui semblent assez prometteuses. Donc on espère effectivement que cette tendance, elle va pas s'amplifier de trop, mais c'est vrai qu'on compte quand même d'ici 2050 à pratiquement un doublement des cas. Hein.
C'est une vraie priorité de santé publique. Ça l'est pour la Suisse, ça l'est aussi au niveau mondial. L'OMS a lancé un plan mondial d'action de santé publique contre la démence. Et a vraiment déclaré cette maladie comme une priorité de santé publique. Oui, c'est quand même une des causes majeures de perte d'autonomie. On compte à peu près que pour chaque personne atteinte de démence, c'est environ entre 1 et 3 proches aidants impliqués dans l'accompagnement, dans les soins quotidiens, dans la prise en charge. Et puis on sait aussi que ça engendre un coût pour la société qui est en fait assez important. On parle de quand même 11,8 milliards de francs annuels de coûts engendrés par les démences. Tous les styles de vie qui se sont améliorés dans les sociétés occidentales ces dernières décennies est responsable du déclin du risque de développer une démence aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans ou 40 ans dans le passé. Le professeur Giovanni Frisoni est neurologue et directeur du Centre de la mémoire des hôpitaux universitaires de Genève. Il est aussi porte-parole d'une task force européenne pour la prévention de la démence. Il a présenté ses travaux lors de la conférence et je l'ai joint quelques jours plus tard, plus exactement un peu avant ce jogging du soir, pour lui demander si la prévention de la démence était bien possible. La prévention n'est pas seulement possible, mais c'est déjà en cours. On sait que le risque de développer une démence aujourd'hui pour une personne d'un certain âge, disons par exemple moi je viens de faire 60 ans, malheureusement, et mon risque de développer une démence ces prochaines années est inférieur au risque de mon papa à mon âge, il y a, sauf erreur, 35 ans. Malheureusement, ce n'est pas associé à une réduction des chiffres de la maladie, parce que malgré la réduction du risque, le monde vit plus longtemps, beaucoup plus, et donc la réduction de risque n'est pas d'une taille suffisante à balancer la prolongation de la durée de la vie. Mais la prévention de la démence est déjà en cours. Jusqu'à maintenant, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose, c'est une sorte de cadeau qui nous est arrivé grâce à quelque chose que nous avons fait pour d'autres, avec un autre but. Le but, c'était de réduire les infarctus et les AVC. Mais on est arrivé à réduire un peu aussi le risque de démence. Donc en fait, vous avez moins de risque de l'attraper que votre papa parce que votre papa ne faisait pas de jogging. Oui, parmi d'autres choses, oui, c'est vrai. Donc là, on parle de prévention primaire. On parle de prévention primaire pour les styles de vie, ça c'est juste. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la prévention secondaire de la démence. Nous sommes en train de monter des interventions qui sont visées spécifiquement à réduire le risque de développer une démence chez les personnes qui sont à haut risque pour la démence, à haut risque spécifique pour la démence, pas chez les personnes qui sont à haut risque cardiovasculaire ou cérébrovasculaire aspécifique, mais spécifiquement pour les personnes à haut risque de démence. Là, il me faut faire un pas en arrière. La plupart des démences se développent à cause du dépôt dans le cerveau de certaines protéines. Certaines protéines qui sont assez connues maintenant. La protéine amyloïde et la protéine tau, ce sont les plus connues. Ce ne sont pas les seules, mais on sait que les personnes sans déficit cognitif, sans trouble de la mémoire, on parle toujours des personnes saines. Il y a entre 10% et 15% des personnes saines dans la population normale, de 50-55 ans d'âge et plus âgés, qui ont déjà le tout premier dépôt de protéines tau et de protéines amyloïdes. Mais, étant donné qu'il faut une quinzaine d'années avant que ce dépôt produise les symptômes, les troubles de la mémoire et ensuite la démence, on a une fenêtre de temps, on a une quinzaine d'années pour
faire des interventions ciblées chez cette population. Ensuite, il faut communiquer le risque à la personne parce que pour que la personne s'engage dans des interventions de réduction du risque, il faut que la personne soit au courant de son niveau de risque pour qu'elle puisse s'engager. Et finalement, il faut mettre en place des interventions qui sont ciblées sur les facteurs de risque spécifiques de cette personne. Imaginez que vous avez une personne avec de tension élevée, diabète et amyloïdose cérébrale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de traiter au mieux la tension, vous allez essayer de traiter au mieux le diabète, ce qui n'est rien de nouveau d'ailleurs, mais vous allez rajouter aussi un médicament anti-amyloïde. Ou bien, vous allez mettre en place des interventions qui sont en mesure de réduire l'amyloïdose cérébrale, pas forcément des médicaments. Par exemple, il y a des protocoles de stimulation cérébrale, électrique, visuelle ou auditive qui sont en mesure de réduire l'amyloïdose cérébrale. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de renforcer la résilience du cerveau avec de la nourriture spécifique, comme par exemple des oméga 3. Vous pouvez aussi rajouter des probiotiques que nous sommes en train de développer à Genève. Et si vous mettez tout ensemble, malgré chacune de ces interventions est associée à une faible réduction du risque, à un bénéfice assez faible, chacune prise individuellement. Mais si vous rassemblez tout ensemble, on a plusieurs études qui nous montrent que probablement il y a un effet de synergie qui rend l'association très bénéfique au niveau de la réduction du risque. Peut-être je me permets de dire qu'un facteur de risque n'est pas un facteur causal. Un facteur de risque est un facteur qui est associé statistiquement à une maladie. Un facteur causal, ce serait un facteur qui cause comme ça cette maladie. C'est deux choses différentes. Ce qui ne réduit pas l'importance des facteurs de risque dans la prévention, entre autres, de la démence. Le professeur Armin von Gunten, qui intervenait aussi dans le cadre de la Conférence nationale sur la démence, est psychiatre et psychogériatre. Il est responsable du service de psychiatrie et psychogériatrie du CHUV et il enseigne ces deux matières à l'Université de Lausanne. Lors de la conférence, il a présenté les approches thérapeutiques non médicamenteuses qu'il nomme la thérapie psychosociale. Dans le traitement de la démence, il rappelle que le patient est tout d'abord un individu qui, au-delà de ses besoins basiques pour sa survie, est un être social dont on doit connaître l'histoire. L'être humain et le cerveau humain, en fait, est avant tout un cerveau social. C'est pas seulement là pour gérer la glycémie, la soif et la faim, la fréquence cardiaque, etc., etc. Ce cerveau, c'est un organe social parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes biologiquement des êtres sociaux. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Notre sociabilité, elle est biologique. Bien entendu, elle n'est pas que biologique parce que nous allons grandir dans un contexte culturel, etc. Mais ce qui est biologique, c'est notre capacité et notre potentiel d'être des êtres sociaux. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, si quelque part la notion de la sociabilité, notre interaction avec les autres en fonction de nos propres besoins est entravée, eh ben, c'est comme enlever, si vous voulez, la boisson à quelqu'un qui a soif. Et il y a des fois un petit peu tendance comme ça en médecine à penser en termes de systèmes biologiques comme des systèmes de survie. Mais ce n'est pas que les systèmes de survie, c'est vraiment les systèmes biologiques de l'attachement, de la dominance, de la réciprocité et des émotions au sens très large du terme, qui est totalement déterminant pour nous définir. Quand on s'occupe de patients, et plus particulièrement des patients avec ce type de maladie, maladie démentielle, Alzheimer, etc., eh bien, il faut s'occuper de la personne.
Pourquoi? Parce que la façon d'être autour du malade va influencer énormément le bien-être ou le mal-être de cette personne. Et si vous avez été une personne de votre vie, je donne un exemple banal comme ça, qui a horreur du toucher, hein, il y a des cultures tactiles et des cultures non tactiles. Eh ben, ça va être extrêmement difficile quand vous aide ou vous apaise en préconisant que voilà, le toucher, c'est fantastique pour tout le monde a envie de s'embrasser, etc. Vous voyez, dans la pandémie Covid, il y a des gens qui disent enfin, on n'est plus obligé de nous bécoter du matin au soir. Un autre exemple, il y a par exemple la notion comme quoi quand on vieillit, quand on a une pathologie démentielle, on doit aller par exemple en EMS et évidemment tout le monde veut avoir une chambre à lui tout seul. Ben non, ce ne sont pas des sujets qui sont tous enchantés par le fait d'être isolés constamment. Donc ça, ce sont des projections que nous avons en tant que société sur les personnes qui font tort à un certain nombre de personnes qui justement fonctionnent autrement. La même pensée s'applique à des personnes qui ont des démences et il faut donc s'intéresser à ce qui est positif, ce qui a toujours été positif dans la vie de quelqu'un. Quelles sont ses envies, quels sont ses dadas, quels sont ses aspects cibles qui permettent en fait d'améliorer sa qualité de vie, son bien-être psychique et physique. Que reste-t-il d'autre à dire sur la démence et la prévention? Eh bien, que nos deux spécialistes s'accordent à dire que le dépistage de la démence dépend de la fréquence de la maladie et de ce qu'on a à offrir comme traitement. Il n'y a donc pas de dépistage systématique, et si le dépistage a lieu, alors c'est que la médecine a quelque chose à offrir. D'autre part, si aujourd'hui les ponctions lombaires sont angoissantes et les scintigraphies très chères, le docteur Frisoni annonce qu'arriveront très bientôt des tests sanguins pour détecter l'amyloïde cérébral. Parler de la démence, c'est aborder beaucoup de sujets et d'aspects de notre société et de notre mode de vie. Dans notre société, la démence, à un certain âge, touche principalement les femmes, mais pas seulement au premier degré. Karine Beuget. On dit même qu'en fait, les femmes sont 3 fois touchées par cette maladie. D'une part, à partir de 65 ans, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la maladie. Et ça, c'est pas uniquement dû à l'espérance de vie qui est plus longue chez les femmes que chez les hommes. Hein. Il y a d'autres facteurs. On soupçonne que le changement hormonal, enfin qu'il pourrait y avoir des causes hormonales, mais on n'a pas encore d'évidence scientifique sur ce point. En tout cas, les femmes sont plus touchées que les hommes à partir de 65 ans. Avant 65 ans, c'est l'inverse. Ensuite, les femmes sont plus touchées par la maladie parce que elles sont beaucoup plus impliquées en tant que proches aidants. Donc en tant que conjointe, en tant que fille, en tant que belle-fille, etc. Donc les femmes sont plus impliquées dans la prise en charge de personnes de leur entourage. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est des femmes aussi dans le milieu professionnel. Donc beaucoup de professions dans le milieu des soins sont très féminisées, et donc c'est elles aussi qui prennent en charge dans le milieu professionnel le plus souvent des patients atteintes de démence. On se retrouve en fait avec une combinaison qui est relativement fréquente d'une personne qui, dans son environnement professionnel, donc prend soin de personnes atteintes de démence, et puis à la maison prend encore en charge en tant que proche aidante, donc non payé, de nouveau d'une personne atteinte de démence. Et ce cas de figure, il est relativement fréquent. Il y a peut-être aussi une chose dont on entend moins parler, alors l'alcool, le tabac, l'activité physique, l'alimentation, ça c'est des choses qui sont peut-être plus connues. Quelque chose qui a été mis en évidence ces dernières années, c'est l'importance de l'audition. Les personnes qui souffrent d'un déficit à ce niveau-là, en fait, on sait qu'il est très important, et ça aide vraiment de porter par exemple un appareil, de détecter relativement tôt cette perte d'audition, et que ça a un facteur de protection contre la maladie. Et puisqu'on parle de difficultés d'audition, certaines instances resteraient-elles sourdes aux appels des patients? Il semblerait qu'au niveau de la société et de notre mode de vie, on puisse mieux faire, comme le souligne Karine Beuget,
d'Alzheimer Suisse. Il y a des choses qui demandent peut-être aussi plus une implication de l'État. La commission du Lancet, en fait, a identifié, par exemple, comme facteur la pollution de l'air. On est tous exposés à la pollution de l'air de manière différente suivant le lieu où on habite. Là, il y aurait au niveau des politiques de l'État, il y aurait quelque chose à faire. Quand on sait aussi, par exemple, que le niveau d'éducation d'une personne est un facteur de protection pour l'apparition de cette maladie. Donc là aussi, il n'y a pas que les composantes individuelles, il y a aussi l'État qui doit s'engager et favoriser, développer des vraies politiques de prévention. Dans son exposé lors de la conférence nationale sur la démence, le professeur Armin von Gunthen s'étonnait d'une politique d'État qui ne freine pas les produits de grande distribution qui augmentent le diabète ou l'obésité, comme la nourriture, l'alcool ou le tabac, et qui sont des facteurs, comme on l'a entendu, qui augmentent les risques de démence. Il faisait aussi remarquer l'incohérence entre la volonté de prévenir la démence et la fermeture des guichets de poste ou les automates pour les billets de transport qui déroutent les personnes âgées et pas seulement les personnes avec une pathologie démentielle. Alors ce monde moderne et technologique qui se virtualise et où tout le monde court de plus en plus avec des personnes plus âgées qui tentent difficilement de suivre, est-ce que vous, Karine Beuget, ça vous inspire un mot de la fin ? Et vous avez dit on court. Et je pense que ça, pour moi, c'est presque plus important, c'est la question de la vitesse. Quand on s'occupe de personnes atteintes de démence, on ne peut pas aller vite. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème, ça devrait pas être un problème, mais c'est un problème, par exemple, dans le domaine des soins, où on a besoin, très concrètement, de plus de temps pour accompagner la personne atteinte de démence, pour effectuer tous les soins nécessaires. Et de le faire à sa place, c'est pas du tout une solution. Et c'est ce qu'on aimerait empêcher. On aimerait que la personne soit autonome le plus longtemps possible. Et pour ça, vous avez besoin de plus de temps. Et puis, là, il y a un problème du financement. Spectra, c'est fini. J'espère que vous aurez apprécié qu'on ait pris un peu plus de temps cette fois-ci pour parler d'un mal qui touche une grande partie de la population suisse et qui peut, à long terme, nous atteindre tous. Merci à toute l'équipe organisatrice de la Conférence nationale sur la démence. Merci à Santé publique suisse et Madame Corinna Wirth, ainsi que Karine Beuget de Alzheimer Suisse, ainsi que les professeurs Giovanni Frisoni à Genève et Armin von Gunthen à Lausanne. Pour plus de précisions sur la plateforme nationale démence, celle-ci est accessible en ligne sur le site internet de l'OFSP, bag.admin.ch/DEMENCE, comme démence. Si vous avez besoin de conseils pour vous ou vos proches, je vous laisse aussi consulter le site de l'association Alzheimer Suisse, alzheimer.ch. Et nous, on s'entend au prochain numéro. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.